Avant de lancer cet épisode, sachez que Serial Entrepreneur est sponsorisé et soutenu avec amour par QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs. Nous savons à quel point la comptabilité est importante pour les entrepreneurs. QuickBooks, c'est un logiciel tout en un, complet, ultra simple et intuitif. C'est l'outil numéro 1 chez les entrepreneurs. Fini les saisies manuelles, toutes les tâches chronophages et récurrentes sont automatisées. La gestion de la facturation et des dépenses est totalement digitalisée. La solution est évidemment 100% conforme à la législation française, l'accompagnement est gratuit et le service client est basé en France. Retrouvez toute l'offre de QuickBooks sur quickbooks.intuit.com. Le lien est à retrouver en description de l'épisode. Un grand merci à QuickBooks d'être le sponsor du podcast. Salut Charlène, comment tu vas ? Salut François, ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, super, je suis très content de t'accueillir dans le podcast Serial Entrepreneur. Je suis très contente aussi, merci pour l'invitation et puis ça va être une première, donc voilà, un bon exercice. Exactement, ça va bien se passer, ça va être cool, on va parler de ton parcours, de ton histoire, des business que tu as lancés, il y en a pas mal, et je démarre toujours sur le parcours. Sur le parcours avant d'entreprendre. Alors je sais que toi tu as entrepris très tôt, t'as pas véritablement attendu avant d'entreprendre. Non. Est-ce que tu peux me parler justement de déjà qui t'étais quand t'étais un peu plus jeune ? Est-ce que t'as toujours rêvé d'être entrepreneur ? Est-ce que c'était un objectif ? Ou est-ce que l'entrepreneuriat est venu vers toi finalement assez naturellement ? Alors, petite, j'ai toujours eu envie de faire plein de choses. J'étais vraiment touche à tout, très manuelle, et j'aimais beaucoup les activités manuelles. J'ai toujours aimé le fait de pouvoir créer quelque chose de moi-même. Alors, quand on a moins de 10 ans, on ne sait pas vraiment que c'est de l'entrepreneuriat. Enfin, voilà. On ne se rend pas vraiment compte de ça. Mais j'ai toujours eu une aspiration à créer quelque chose. Et l'entrepreneuriat, ça a quand même... il y a certains éléments d'entrepreneuriat qui se sont révélés assez tôt. Déjà, petite, j'aimais bien monter des projets et avoir un peu... des fois, j'intégrais un peu mes sœurs. Je leur disais, tiens, tu vas faire ça, ça, ça. Donc, il y avait un peu du management aussi. Et voilà, la gestion d'équipe. Ressources humaines. Et voilà, c'est ça. Et puis, après, un épisode qui m'a, pour le coup, vraiment mis dans le monde, pour le coup, de la création de contenu. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert mon premier blog. J'avais 12 ans quand j'ai ouvert mon premier blog. Donc ce qui est assez tôt. Très tôt. Et l'explication était très simple. C'est que, alors c'est un moment de ma vie dont je parle très rarement, mais pourtant qui a beaucoup impacté, je pense, qui je suis aujourd'hui. C'est que j'ai eu un accident de voiture assez grave à 12 ans, donc qui m'a enlevé la marche. Et pendant lequel j'ai été hospitalisée pas loin d'1 an en centre de rééducation, en centre antidouleur et tout ça. Et le temps était très long. Dans une chambre d'hôpital, c'était très très long. Et donc là, à ce moment-là, je faisais toujours des activités manuelles. J'ai toujours là-dedans. Et j'ai ouvert mon premier blog parce qu'il fallait occuper le temps et j'avais peur de m'ennuyer. Donc là, pour le coup, aujourd'hui, l'ennui, c'est plus trop ça. Je m'ennuie plus du tout. Mais voilà, j'ai ouvert mon premier blog. Après, ça a été une chaîne YouTube un peu plus tard. Ça a été différents projets. Mais c'est vrai que cette période, je pense que ça m'a fait aussi gagner en maturité, côtoyer des adultes, puisque j'étais la plus jeune. J'étais un peu la mascotte des centres et tout. Mais je pense que ça m'a fait gagner en maturité et de vouloir être mis assez tôt dans le monde des adultes, de vouloir travailler, de vouloir avoir des responsabilités. Et voilà, je pense que ça a beaucoup impacté aussi aujourd'hui mes projets et ce à quoi j'aspire. Justement, ce premier blog, tu parles de quoi dans ce premier blog ? C'est sur cette année qui, j'imagine, a dû être super difficile. Oui, alors c'est une archive, ce truc-là. Je crois que c'est toujours en ligne. C'est toujours en ligne, ok. Oui. On mettra le lien en description. En fait, pour te dire... j'utilisais un pseudo, je m'appelais même pas Charlène dessus, j'avais utilisé un autre prénom et tout. C'était un c'est truc... ça, c'est normal d'utiliser un pseudo, je pense qu'on l'a tous fait. Ah oui, non, mais je voulais pas qu'on me reconnaisse, alors il n'y avait aucun risque, mais donc j'avais changé de prénom. Et c'était
Voilà, c'était des activités que je faisais, enfin des bijoux déjà à ce moment-là. Et ça m'a beaucoup appris au niveau de la conception web. Tu vois, j'ai appris déjà à 12 ans, j'étais dans le WordPress, dans le codage, dans les trucs et tout. Et donc aujourd'hui, ça m'a aidé, par exemple, à créer le site internet pour ma Simone. Ça m'a aussi permis d'avoir des capacités au niveau de WordPress, de créer mon blog et de pouvoir être assez... de réussir à gérer le début des projets. Alors même si après les sites internet, tu peux faire appel à des agences ou quoi. Mais en tout cas, pour démarrer, j'ai jamais eu trop de freins par rapport à l'aspect technique puisque j'ai appris déjà beaucoup par le passé. Donc il n'y avait plus qu'à mettre en pratique et dupliquer ce que j'avais déjà fait sur les nouveaux sites internet et les nouveaux blogs. Ça, c'est super important d'être capable de... tu vois, demain, tu as envie de lancer un projet, tu veux lancer une page web, un site internet, tu sais le faire. Et tu le lances ce projet finalement, tu vois. Oui, c'est ça. Tu n'as pas vraiment de freins techniques. Voilà. Alors même si des freins techniques, après, tu en as sur les photos, produits, voilà, tu en as toujours un peu. Et après, tu apprends à faire des photos, etc. Voilà, c'est ça. Et en dehors de ça aussi, je pense que ça permet de ne pas se laisser trop avoir, notamment par certaines boîtes de création de sites internet. Qui sont nombreuses. Voilà. Après, il y a. Je mettrai les noms. Mais. Par exemple, je vois des filles, notamment sur TikTok, qui lancent aussi leur business et tout, donc qui lancent leur marque de fringues. Souvent, là, j'ai un exemple en tête qui me vient d'une fille qui a payé son site peut-être 2 ou 3 000 euros, donc qui sont des investissements importants quand on démarre et qu'on... Exactement, quand on est jeune. Voilà, et qu'on autofinance souvent aussi un projet. Et c'est des sites internet, j'ai été voir, c'est des sites internet avec un thème gratuit et qui coûte moins de 100 euros. Et donc ça, je pense que ça permet aussi de ne pas se laisser trop avoir et puis de réussir à gérer, en tout cas un minimum, les investissements qu'on met dans son projet. Ouais. Et donc, après ce premier blog, qu'est-ce qui se passe un peu dans ton processus de création ? Tu me parles d'une chaîne YouTube ? Oui, alors, déjà, cet épisode de santé, ça a duré, on va dire, une bonne partie de mon adolescence, donc entre 12 et 15 ans. Donc entre 12 et 15 ans, j'ai vraiment été dans les blogs, je continuais, j'avais ouvert un deuxième blog, j'ai toujours été là-dedans. Et ensuite, j'ai vraiment repris mon adolescence à 16 ans quand la santé allait mieux, je suis rentrée au lycée et tout ça. Et quand tu as passé, on va dire, 3 ans avec des adultes et que tu te retrouves au lycée à 16 ans et que les priorités, c'est la robe que tu vas porter à telle ou telle soirée ou les histoires de couple ou de machin, moi, je me sentais pas du tout en alignement avec ça. Donc, je suis restée un peu dans mon coin à continuer d'autres projets. J'ai réouvert un autre blog aussi à côté puisque celui que j'avais lancé en 2012 du coup n'était plus tu vois, j'ai évolué aussi entre donc ça a un peu changé et j'avais envie de mettre mon propre prénom aussi, de plus être sous le pseudo que j'avais en 2012. Donc voilà, j'ai créé un autre blog, une chaîne YouTube qui m'a permis notamment... En fait, je me suis lancée sur YouTube surtout pour apprendre au niveau du montage, pour aussi... alors bien que je n'ai jamais trop été freinée par le regard des autres, ça n'a jamais été quelque chose qui ait pu impacter ce que je décidais de faire ou pas. Quand tu t'exposes aussi, faut être prêt à accepter la critique, même si je touche du bois, j'ai assez peu de critiques ou de haters qui se permettent de dire des choses. Ça m'a aussi appris au niveau de la communication, même s'il y a encore beaucoup à faire sur ça, mais réussir un peu à s'exprimer en public, à s'exprimer aussi devant une caméra. Et tout ça, je pense que c'est des capacités qui me serviront aussi pour plus tard dans ma vie professionnelle et tout ça. Donc voilà, et mon blog notamment et ma chaîne YouTube m'ont aussi amené à avoir des expériences, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard, mais en Australie. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir beaucoup d'opportunités que je n'aurais pas eu si j'étais uniquement restée dans le parcours classique du lycée et de ne rien faire à côté par moi-même. Ta chaîne YouTube, tes premières vidéos, tu parles de quoi justement ? Est-ce que c'est des formats vlog ? Alors, mes premières vidéos... On sort les dossiers. Voilà, c'est ça. Je les ai mises en privé, je crois, parce qu'il y avait vraiment, pour le coup, des dossiers. Mais c'était du lifestyle, tu sais, c'était des trucs que tu fais quand t'as 16-17 ans. Mode... Ouais, c'est ça, un peu influencé à l'époque par Enjoy Phoenix. Quand elle faisait des challenges, tu te disais... Voilà, c'était ça.
Mais sinon, c'était du contenu sans prise de tête, c'était très simple. Et puis, progressivement, j'ai voulu aussi développer le format vlog, que je trouvais beaucoup plus spontané, authentique. Et moi, c'était aussi le contenu que je préférerais et que je préfère toujours regarder aujourd'hui. Donc voilà, et c'est aujourd'hui aussi le contenu que je tends à développer avec les projets qui vont arriver, d'Australie ou de développement de business. Je pense que c'est un format qui intéresse beaucoup les gens. Et que je trouve, c'est ça, plus spontané, plus complet aussi que des vidéos où tu te dis pendant 20 minutes, je parle sans montrer le contexte et tout ce qu'il y a autour. Ce qui est cool avec le format vlog, c'est le côté transparence et authenticité, en fait. C'est-à-dire qu'un bon vlog, justement, c'est vraiment un contenu dans lequel tu découvres vraiment le créateur dans son quotidien, etc. Et on voit beaucoup de créateurs qui performent super bien sur ce genre de contenu. Et justement, j'aimerais un peu discuter avec toi sur, à cette époque, c'est qui tes sources d'inspiration sur la création de contenu finalement? Alors, j'ai toujours eu pour inspiration des personnes qui étaient plus âgées que moi. Et toujours aujourd'hui, tu vois, je suis beaucoup, la majorité des personnes que je suis sont des personnes qui ont entre 30 et 35 ans et qui représentent celles que j'ai envie d'être au même âge. Donc, eh bien, quand j'avais 16-17 ans, c'était des personnes entre 24 et 25 ans, généralement anglophones. Je suis beaucoup de personnes aux États-Unis, en Australie. Déjà, ça me permet d'améliorer aussi l'anglais. Et puis, je trouve qu'il y a une mentalité, ils ont une approche aussi très différente de la création de contenu. Et je pense qu'ils ont de l'avance aussi par rapport à nous en France. Et voilà, ce sont vraiment les personnes en général qui m'inspirent le plus, des anglophones et des personnes plus âgées que moi, qui sont quand même dans le business et qui ont alors le business, soit l'entrepreneuriat vraiment pur et dur, qu'on lance des marques ou quoi, ou même de la création de contenu, des filles qui sont podcasteuses et qui vraiment développent des business dans le podcast. Tous ces profils m'intéressent beaucoup. Après le lycée, qu'est-ce que tu fais comme études? Où est-ce que tu te diriges? Alors, le post-lycée, l'orientation, ça a été un sujet, notamment avec les parents, qui a été... Mes parents m'ont toujours beaucoup soutenue et je les en remercie vraiment parce que même si j'ai pas forcément toujours suivi ce qui pensaient être bon pour moi et suivi leurs recommandations qui sont celles de parents et tu vois, qui veulent le meilleur pour toi, donc qui privilégient parfois la sécurité. Ils m'ont toujours encouragée et beaucoup soutenue. Et après le bac, mes parents, du coup, voulaient que je suive le cursus classique d'université. Donc, j'avais été acceptée à la Sorbonne. J'ai toujours voulu essayer d'aller aux meilleurs endroits, notamment pour rendre fiers aussi mes parents. Donc, la Sorbonne, c'était un peu cliché, mais c'était ils étaient fiers de ça. Au moment où j'ai été acceptée, je leur ai dit, finalement, par contre, je ne vais pas faire ça, je vais aller en Australie. Pendant un an, à savoir que j'avais 18 ans, un bac, que je disais à mes parents, je vais en Australie. Donc leur fille toute seule à 18 ans en Australie, à l'autre bout du monde, ils n'étaient pas trop chauds. Et ils étaient un peu inquiets. Et je pense que, ils se sont dit, parce que j'ai toujours eu une scolarité où je suis, tu vois, ma mère disait souvent le bon petit soldat, je fais ce qu'on me dit, je fais pas trop de vagues. Et puis, j'ai... bonne élève, pas d'heures de colle, tout ça. Donc, quand je leur ai dit, je casse un peu ce format-là et je vais en Australie, sans trop savoir quoi faire, hormis faire des vidéos sur YouTube, ils n'étaient pas trop rassurés. Donc, ça a été assez conflictuel. En revanche, j'y suis quand même allée et je suis vraiment restée focus sur ce qui m'attirait à ce moment-là. Et donc, sur place, j'y suis allée avec le visa Working Holiday, donc qui te permet de travailler sur place et de voyager. Et en même temps, du coup, pour valider quand même la place que j'avais à la Sorbonne, j'avais une année de césure. Donc c'était une année pendant laquelle tu peux faire ce que tu veux. Donc moi, j'ai été en Australie. Et sur place, j'ai continué du coup de créer pour les contenus que j'avais en France. Et j'ai été aussi repérée par une start-up qui organisait des road trips en Australie. Et donc, qui m'avait proposé d'être créatrice de contenu pour leurs réseaux sociaux pendant un road trip de 21 jours. Donc, j'ai fait le road trip de 21 jours. C'était vraiment super cool, assez difficile
au niveau physique parce que c'était pour le coup du camping. Et quand tu as l'habitude d'avoir ton confort et tout ça, le camping... Un mois de camping. Voilà, donc camping, dormir dans des tentes, pas de maquillage, pas tout ça, même si bon, ça on s'en passe rapidement, mais ça a quand même été assez difficile et ça m'a permis d'apprendre aussi beaucoup parce que du coup on était 7 ou 8 des personnes qui ne parlent pas français du tout, des Allemands, enfin donc du coup des personnes qui venaient voyager en Australie, donc des Allemands, des Américains, enfin voilà. Donc au niveau de la communication, c'était super intéressant pour bien réussir à se faire comprendre et puis aussi pour vivre avec des personnes que tu ne connaissais pas il y a 3 jours avant. Donc voilà, au niveau humain, ça a été très fort. Et puis ça a été une très bonne expérience, j'ai vu des coins canons et puis ça m'a donné envie de retourner plus tard en Australie. Donc non, c'était une bonne expérience et ça a été une expérience qui m'a été permise par le fait d'avoir créé mon blog et YouTube. Sans ça, j'aurais jamais pu avoir cette proposition-là. Ouais, la création de contenu t'a vraiment ouvert des opportunités importantes. Oui, vraiment. Et puis je pense que en dehors de la création de contenu, ça fait travailler aussi Alors, le développement personnel m'intéresse beaucoup. Et donc, ça fait sortir un peu de sa zone de confort. Ça fait être proactif par rapport à la création de contenu. Quand tu te lances, que ce soit un site internet, un podcast, en général, tu ne sais pas comment est-ce qu'on fait un montage vidéo, comment est-ce qu'on fait une newsletter, comment est-ce qu'on rajoute des éléments à ton site internet. Et du coup, il faut être proactif. Et cette proactivité que tu peux avoir dans tes projets, tu peux aussi l'avoir à côté dans d'autres projets, tu vois, plus perso, de voyage, de déménagement. Et ça fait en sorte que tu essaies de trouver des solutions quand tu rencontres des difficultés. Donc voilà, quand on me dit c'est difficile, c'est difficile, ça veut... Qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà. Et puis tant qu'on me dit pas c'est impossible, pour moi c'est difficile, ça me fait pas trop peur. Donc, Oui, de toute façon, la difficulté en soi, elle est dans tout, mais c'est clair que si tu ne testes pas, si tu n'oses pas forcément, potentiellement les choses seront peut-être plus simples, mais est-ce que ça aura la même saveur? Pas sûr. Oui, et puis je pense qu'en réalité, on choisit un peu ses difficultés. Je sais par exemple que me concernant, être dans une entreprise, être salarié et puis avoir des contraintes, ce que je considère être comme des contraintes d'horaire ou de lieu de travail, pour moi c'est plus difficile que les difficultés que je rencontre avec l'entrepreneuriat. Et après je pense que ça dépend un peu de la personnalité et des aspirations de chacun, mais je pense qu'on choisit ses difficultés, mais il y en aura toujours. Donc voilà, autant bien choisir les siennes et qu'elles soient alignées à qui nous sommes. Et donc pendant tes études, à quel moment tu te dis ok, j'ai envie de créer un projet entrepreneurial, outre déjà les projets que tu as déjà comme YouTube et le blog? Alors, parce que je savais surtout que je n'avais pas envie de suivre... la voie classique. Voilà, la voie classique. Alors c'était peut-être un peu en opposition, tu vois, un aspect d'opposition avec ce qu'on me disait de faire. Je pense que j'ai un problème avec l'autorité et que ça, je pense que c'est spécifique aussi aux entrepreneurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un souci avec ça. Un souci, en tout cas, qui n'acceptent pas trop l'autorité. Et donc, je me suis dit, si je ne suis pas employée et si je n'ai pas ce statut-là de salarié, il faut quand même que je gagne ma vie et il faut quand même que je fasse quelque chose à côté. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux développer quelque chose en continuité de ce que j'ai déjà pu faire ? Donc en continuité d'un blog et de YouTube, et comment est-ce que le projet que je vais avoir va pouvoir être aligné à ce à quoi je tends aussi pour plus tard. Donc les choses se sont faites assez naturellement pendant l'année, pendant ma licence du coup. J'ai commencé à créer le podcast, ma Simone, les projets se sont un peu suivis, et c'est surtout que les études ne m'intéressaient pas du tout. J'ai eu la chance, on va dire, d'être à l'université, donc d'avoir beaucoup de temps à côté des cours et de pouvoir un minimum organiser mon emploi du temps comme je le voulais, parce que la fac, c'est ça, c'est on va dire 20-25 heures de cours par semaine, donc ça te laisse vraiment le temps si tu as envie de développer quelque chose à côté. Potentiellement, je pense que j'aurais pas pu faire ça si j'avais été en école privée avec des cours beaucoup plus certainement complets. Et puis, sachant que je voyais pas du tout l'intérêt, pas l'intérêt, mais en tout cas, je n'apprenais pas grand-chose en cours.
Voilà, côté trop théorique aussi, voilà, potentiellement. Ouais. C'est ça. Et puis des choses qui aujourd'hui, alors c'était une licence en information communication, ce qu'on nous apprenait en com. Aujourd'hui, je suis pas certaine que ce soit comme ça qu'une boîte fonctionne au niveau de la communication. Et j'ai en revanche toujours beaucoup aimé apprendre. Donc c'était super frustrant de rester 20-25 heures et puis de te dire finalement j'ai pas le sentiment d'avoir appris grand chose à la fin de la semaine. Et à côté par contre je me formais beaucoup par moi-même et c'est quelque chose aussi que je fais toujours. Tous les matins je regarde une vidéo de formation, en tout cas une vidéo sur YouTube, généralement en anglais sur des domaines qui m'intéressent, donc soit que ce soit le développement personnel, voilà, avec tout ce qui est communication, gestion des émotions, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ou alors beaucoup plus entrepreneuriat sur le marketing, sur TikTok. Voilà, je me forme beaucoup, je suis aussi beaucoup de MOOC, donc des formations voilà, que tu peux suivre de toi-même. Et puis là, en septembre, justement, je prépare aussi une formation en PNL. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont dans la continuité du fait d'apprendre, mais pas sur le format classique d'université ou d'école. Voilà. Et donc, voilà, ta question, c'était, parce que je m'égare un peu, mais c'était pour mettre au profit le temps dont j'avais à côté des cours à un projet qui me semblait être plus stable que simplement miser sur le diplôme. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je suis convaincu, et je l'ai quasi toujours été, que en fait, c'est hyper important alors surtout dans nos métiers, hein, parce qu'après, dans des écoles de médecine, de droit, etc., c'est différent, mais dans nos métiers, je pense que c'est crucial de faire d'autres choses à côté des études. Les études ne se suffisent plus, même si on veut être entrepreneur ou salarié, parce que finalement, sur le marché du travail, tous les diplômes se ressemblent. Donc c'est clair que créer des projets pendant ses études, c'est clairement le moment idéal pour se lancer finalement. Et c'est ce que tu as fait. Oui, du coup, voilà, avec du coup ma Simone, que tu as créé en août 2021. Donc c'est une marque de bijoux axée sur la simplicité avec des modèles intemporels que chaque femme peut toujours garder sur elle. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as créé cette marque ? Oui, alors déjà, tu l'as très bien décrite. Voilà. C'est gentil. J'ai essayé de faire quelque chose de très simple, justement, qui représente aussi la marque et voilà, que sa description puisse parler, tu vois, que ce que je partage au travers la communication ou quoi, eh bien, ça parle, donc c'est très bien décrit. Alors, comment est-ce que l'idée m'est venue ? En fait, c'est tout simple. C'était que je cherchais moi-même un bijou intemporel que je puisse toujours garder sur moi. Donc, un collier très simple. Voilà. Et sur le marché du bijou, il y a énormément de marques de bijoux et je trouvais ça dingue de ne pas réussir à trouver ça. Un bijou super simple. Vraiment, rien de compliqué, pas de chaîne, rien de compliqué. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, je trouve pas, je vais ressortir mes perles que j'avais quand j'étais petite et tout, et je vais me faire mon propre collier. Et donc, sachant que je fais rarement les choses sans penser à après, et que j'intellectualise beaucoup tout, et je me dis, si je fais ça, il faut que ça me serve pour autre chose, il faut que ce soit un investissement. Donc je me suis dit, je vais me le faire pour moi, mais je veux aussi en faire une marque parce que je suis certainement pas la seule qui soit à la recherche d'un collier ou d'un bijou super simple. Et donc, c'est comme ça que l'idée de la marque m'est venue. Et puis, petit à petit, ça s'est développé, toujours en proposant vraiment le minimum au niveau des modèles. Il y a très, très peu de modèles, puisque c'est volontaire, puisque c'est vraiment des intemporels. S'il y en avait trop, ce serait pas aligné à ce que j'ai envie de partager avec la marque. Et puis voilà, c'est comme ça que l'idée de la marque est venue. Donc l'esprit, c'est vraiment la simplicité et aussi tu le mets en avant sur ton site, l'esprit sisterhood. Donc vraiment un peu côté safe brand, tu vois. Ouais. Comment est-ce que tu crées cette marque, trouver les premiers partenaires, les premiers bijoux, comment ça se passe en fait ? Oui, alors c'est une marque que j'ai créée de moi-même, c'est-à-dire que j'étais seule dans ce projet-là. Donc ça a été aussi assez difficile encore, mais ça a fait partie des difficultés rencontrées de réussir à tout gérer, puisque j'avais quand même à côté mon blog, le podcast, et quand je dis que je touche à tout, c'est que je fais souvent tout en même temps, et que du coup, niveau organisation, c'était à faire. Mais comment est-ce que j'ai démarré ? Eh bien,
J'ai trouvé les fournisseurs. Déjà, une des premières choses, ça a été de stabiliser le projet en définissant exactement les valeurs de la marque, le budget que je pouvais y consacrer, les moyens, où est-ce que la marque allait être distribuée, comment est-ce que j'allais communiquer dessus. Vraiment de construire le projet avant d'acheter le matériel et de communiquer autour de ça. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé ensuite au niveau de la communication, au niveau du site internet, de rester aligné aux valeurs que j'avais identifiées en amont. Et ensuite, autre chose aussi que j'ai vraiment voulu faire dès le début, c'est de sécuriser le projet. Donc que ce soit au niveau des statuts, j'avais testé le projet avec le statut d'auto-entrepreneur et ensuite j'ai voulu donc créer une société justement pour continuer de stabiliser davantage tout ça et optimiser aussi au niveau des frais puisque tout ce qui est TVA, bref, après c'est un peu technique mais voilà, c'était plus intéressant d'avoir une société et aussi de protéger la marque et ça je pense que c'est quelque chose que quand on lance une marque, surtout quand on ne connaît pas forcément trop l'entrepreneuriat, on a tendance à se consacrer sur la partie visible, donc les produits, le site internet et les packaging. Et je pense que c'est vraiment pas la priorité quand on démarre. Il faut sécuriser son nom, donc auprès de l'INPI. Il faut aussi construire son projet sur les valeurs et tout ça, tout ce dont je te parlais. Et après, commencer à trouver les fournisseurs, commencer à créer le site internet, commencer à communiquer. Et je pense que la chance aussi que j'ai eue, c'est que les premiers clients que j'ai eu, les premières clientes, c'était les personnes qui me suivaient sur YouTube. C'était la communauté que j'ai déjà pu créer. La première audience. Voilà, c'est ça. Et ça m'a beaucoup aidée. C'est vraiment les premières personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont vu aussi grandir, qui ont eu une confiance aussi dans le projet puisqu'elles me connaissaient par le biais du contenu que je partageais en amont, auparavant. Donc voilà. Et aussi l'importance du coup de créer une audience avant de créer un produit. Oui. C'est quand même quelque chose de super important. Oui. Et toi, tu l'as vu du coup. Ça, c'est super important. Et je pense même s'il y a des personnes qui ont envie d'entreprendre, mais qui ne savent pas vraiment dans quoi, je pense que avant de se poser la question entreprendre en quoi, c'est essayer de se construire une audience par rapport à nos valeurs à nous, par rapport à qui nous sommes, parce qu'on va attirer à soi les personnes qui se reconnaissent au travers qui nous sommes, qui se reconnaissent au travers des valeurs, et puis travailler son personal branding aussi, avant d'envisager potentiellement un projet, si on ne sait pas vraiment vers quoi se tourner dans l'entrepreneuriat, travailler sa personne. Oui, puisque toi, finalement, les premières étapes, c'était la création de ton propre média. Et en fait, ton propre média, c'est toi. Donc effectivement, en termes de personal branding. Et puis au départ, quand tu as lancé ton blog, ton premier blog, ta chaîne YouTube, tu ne visualisais pas encore que tu allais créer potentiellement une société par la suite, finalement. Non, j'étais à faire mes perles. Normalement, on n'a pas de plan sur 10, 15 ans. Non, alors à l'époque, non, maintenant, oui. Oui. D'ailleurs. C'est plus clair. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je sais que c'est un peu. Il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément dans la projection sur le très long terme parce qu'on se dit, il faut faire au jour le jour. Mais je pense que, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup de prendre mes décisions. Dans la prise de décision aujourd'hui, ça m'aide beaucoup de savoir. Dans l'idéal, avec qui j'ai envie d'être, tu vois, à 30 ans, moi, ça me guide. Donc oui, mais non, à 12 ans, je ne savais pas à 20 ans que j'allais faire tout ça, non. Ne t'inquiète pas, je ne te demanderai pas où est-ce que tu te vois dans 10 ans, tu vois, les questions un peu... Ouais, ça revient souvent cette question, mais... Non. Le fait d'entreprendre, justement, quand on est étudiante, est-ce que tu peux me dire un peu les avantages, mais aussi les freins et s'il y en a, parce que peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que tu n'en as pas vu, mais est-ce que tu peux me parler un peu de ça ? Alors, le premier frein qui me vient, pour moi, qui n'a pas été si compliqué que ça, parce que je suis d'un tempérament quand même assez solitaire et j'aime bien être toute seule, faire mes trucs toute seule et j'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup de monde autour de moi. Mais quand on est étudiant, on peut avoir tendance à vouloir profiter de la vie étudiante et si tu lances un projet ou plusieurs, eh bien, ça nécessite de l'investissement de temps, donc personnel, mais aussi financier et... Par exemple, l'argent que tu pourras mettre dans ta boîte, ce sera de l'argent que tu mettras peut-être pas à partir en vacances avec des potes ou quoi que ce soit. Donc ça peut être même, alors source de souffrance, je sais pas si on peut aller jusque-là, mais il y a des personnes pour qui être en communauté et être avec leurs amis souvent et faire des sorties ou quoi, ça peut être important. Et si on leur enlève ça, je pense que ça peut être vraiment difficile. Donc ça peut être un frein. Après, il y a aussi l'aspect financier qui est un frein. C'est sûr.
voilà, quand on est étudiant, en plus je ne vis plus chez mes parents, donc il faut que j'assure et ma vie d'étudiante et le projet. Donc maintenant qui s'autofinance, avec les ventes j'autofinance et je continue d'investir ce que je gagne, mais au tout début il a quand même fallu que je finance ça. Et puis après je pense que c'est aussi le fait d'avoir moins certainement de connaissances que des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat depuis quelques années. Forcément tu démarres de zéro, donc il faut apprendre et puis ça prend pas mal de temps. Ça c'est vraiment les plus gros freins. Et ta question c'était aussi les avantages. Voilà, les avantages. Parce qu'il y en a. Ce qui est intéressant. Il y en a. Alors moi le plus gros avantage que je trouve, c'est de pouvoir avoir mon projet, tu vois, de pouvoir faire ce qui me tient à cœur. Je pense qu'une chance aussi que j'ai eue, c'est d'avoir trouvé ma voie assez tôt, de savoir assez tôt ce que je souhaitais faire, ce à quoi j'aspirais. Donc en fait, les actions que je fais aujourd'hui, c'est dans la continuité de ça. C'est très cohérent en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Donc ça, je pense que c'est vraiment un avantage quand je vois aussi des personnes qui sont à la fac et qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense quand on est dans la situation de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Et puis un avantage plusieurs avantages aussi qui sont vraiment liés à l'entrepreneuriat, mais c'est de pouvoir m'organiser comme je veux, de pouvoir travailler comme je veux. Alors certainement pas moins, je pense, que d'être salarié. Je pense que je travaille beaucoup plus que quelqu'un de mon âge qui serait salarié. Mais en tout cas, je travaille pour mon projet et je sais potentiellement comment j'ai envie de le faire évoluer. Donc ça, pour moi, c'est un avantage. Où est-ce que tu vends, du coup, ma Simone ? Alors, par quel canot ? Uniquement sur le site internet pour le moment. Et il commence à y avoir certains revendeurs aussi, des propositions qui m'ont été faites d'indépendants qui veulent être distributeurs des bijoux. Donc petit à petit aussi, il y a certains points de vente en France. Et ça, c'est quelque chose que je tends aussi à développer. Si après, j'ai pour projet aussi de m'expatrier en Australie. Donc il faudra qu'en France, ça continue de tourner. Donc le moyen principal de vente, ce sera toujours le site internet et le digital a il y a beaucoup à faire. Donc ce sera toujours par ce biais-là, mais j'essaye aussi de développer d'autres points de vente à côté. Alors il y a une campagne de crowdfunding aussi qui va arriver. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de l'objectif de cette campagne ? Oui, alors l'objectif c'est de parrainer notre première filleule, que ma Simone puisse parrainer et participer au financement d'une année de scolarité et de vie d'une petite fille démunie, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur dans le sens où entreprendre, je pense que c'est un luxe. Quand on est là à se demander est-ce que je suis salariée ou est-ce que j'entreprends, c'est quand même qu'on a pas mal de chance et que c'est un luxe d'une façon générale. Mais avant d'entreprendre, je pense que la priorité, c'est d'avoir un accès à l'éducation et de pouvoir savoir lire, écrire, pouvoir avoir aussi un minimum de recul sur ce dont nous sommes capables, sur ce qui est possible, notamment en tant que femme. Et ce projet-là, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir participer à mon niveau, parce que une petite fille sur tous les milliers d'enfants à parrainer, ça peut évoluer, ça peut être pour ça démarrer, ensuite... Et puis je me dis... on fait chacun un peu à son niveau, mais en tout cas, ça me tenait à cœur de pouvoir participer à ce projet et de me servir de la marque et de mes réseaux sociaux justement pour porter le projet. Donc c'est plus qu'une marque de bijoux, c'est un projet aussi à volonté sociale, sociétale. Tu veux aller au-delà de juste vendre des bijoux finalement. Oui, alors je m'investis. Je tends aussi sur le long terme à m'investir auprès de l'entrepreneuriat féminin, c'est-à-dire à accompagner des femmes qui auraient envie de lancer leur boîte. Et on va en parler aussi. Je devance peut-être un peu. Devance, il n'y a aucun problème. Lancer leur boîte, leur marque. C'est aussi pour ça que j'ai lancé ma Simone, c'est-à-dire que si jamais j'ai envie d'accompagner des femmes à lancer leur marque, peu importe de quoi, mais il faut que je sache aussi le processus, les difficultés qu'elles seront
amenée à rencontrer. Donc il faut que moi je sois dans cette position d'avoir créé moi-même ma marque pour avoir la légitimité d'accompagner d'autres femmes, que ce soit aussi pour la création d'un blog, monétiser ses réseaux sociaux, enfin bref. Tout ton retour d'expérience. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'était un moyen, parce que l'entrepreneuriat féminin, j'aurais pu m'investir dans une association, tu vois, autour de l'entrepreneuriat féminin avec la marque, mais je trouvais que ça avait plus de sens de m'investir auprès des enfants et des jeunes filles. Alors cette mission, elle est aussi reliée avec un podcast que tu as créé il y a quelques mois qui s'appelle Faire. C'est le podcast pour celles qui veulent lancer un business de chez elles, donc pour les solopreneuses finalement. Est-ce que tu peux me parler de ce podcast et de un peu des premiers épisodes qui sont sortis? Il y en a déjà pas mal, une trentaine si je dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que tu peux me parler de ton podcast? Oui, bien sûr. Alors, le podcast, ça a encore été quelque chose que j'ai ajouté à YouTube. Du coup, il y a eu le blog qui était rédactionnel, YouTube qui était vidéo et le podcast qui était format audio. Donc, ça m'a permis de toucher à pas mal de choses. Et c'était un format... c'est un contenu que je consomme aussi, moi, beaucoup. Des podcasts d'entrepreneuses anglophones. Et j'aime beaucoup ce format-là, où on se concentre beaucoup plus sur le message que sur la forme, puisque YouTube, ça reste quand même... L'aspect visuel compte aussi. Et donc c'est un podcast que j'ai lancé à côté de mes études au départ pour répondre aux questions qui m'étaient posées par des filles qui me demandaient j'aimerais bien créer aussi ma marque, qu'est-ce que tu me conseilles, ou alors j'ai envie de lancer mon blog mais je sais pas comment faire. C'était vraiment pour partager autour de ça, pour partager aussi du développement personnel puisque ça m'intéresse beaucoup et que je pense que entrepreneuriat et développement personnel sont assez liés aussi. Donc voilà, ça a été pour partager de façon assez spontanée ce que je vivais au moment de créer la marque et ce que je vis en ce moment, et puis partager mon expérience. Donner des tips et donner de la motivation justement aux jeunes femmes qui voudraient se lancer et qui ne le font pas, par peur effectivement de potentiellement du regard des autres ou de ne pas maîtriser tous les tenants et les aboutissants, alors que généralement quand on se lance on maîtrise rien. Oui, c'est sûr. Donc il faut y aller quoi. Exactement. Et puis alors j'espère que ça va peut-être être un peu bizarre dit comme ça, mais j'espère ne pas être une source de motivation, parce que j'espère que les personnes qui écoutent ont déjà une motivation en elles et qu'elles ne misent pas sur d'autres personnes pour les motiver. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je vois aussi, même par exemple quand je partage sur Instagram des stories de sport ou quoi que ce soit, on me demande comment tu fais pour être motivée, mais en fait je suis pas motivée particulièrement, c'est juste que je le fais parce que c'est quelque chose qui se fait naturellement, et le sport, moi, c'est quelque chose que j'ai intégré, donc qui se fait, je le fais sans me poser de questions. Donc j'espère que les filles qui écoutent ont une motivation, tu vois, profonde et qui soit positive, surtout que ce soit pas forcément que l'argent ou que qu'elles veulent pas entreprendre pour l'argent ou quoi, parce que ça, je pense qu'il peut y avoir des déconvenues après quand tu te fais des fausses idées sur ou une image qui n'est pas celle qu'elle est en réalité de l'entrepreneuriat. Mais oui, en tout cas, j'espère que ça peut être une source d'inspiration, en tout cas, pour les personnes qui m'écoutent, et puis que ça puisse quand même aider sur ce que je partage, parce que c'est l'objectif, tu vois, de partager les outils que j'utilise, de partager le processus de création d'une marque, d'un blog et tout. Donc, j'espère que ça aide un peu quand même. D'ailleurs, un petit reminder, mais quand on est accompagné par un mentor ou par un coach, ce mentor ou ce coach ne va pas faire le travail à notre place. Donc effectivement, quand tu dis je ne veux pas être la source de motivation, etc., principale, c'est clair que oui, à un moment donné, si ta motivation réside uniquement dans une autre personne que toi, ça va poser problème à un moment donné. Donc, oui, et puis je pense qu'il n'y a personne qui vient te chercher et que c'est à toi d'aller justement, que ce soit pour le sport, il n'y a personne qui va venir, viens faire ta séance, non, c'est à toi d'y aller. Que ce soit pour l'entrepreneuriat, il n'y a personne qui va te dire, tiens, c'est ça qu'il faut faire. C'est à toi, en fonction de ton projet, d'aller chercher comment est-ce que tu peux qui prennent vie, quoi. Donc faut être, ça se rapproche beaucoup de la proactivité, je pense, qui est hyper importante dans la vie d'une façon générale. Mais oui, non, la motivation, faut pas tout miser dessus. Non. On passe à la partie un peu bilan de ces différentes aventures. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi ? Vraiment le point où à un moment donné tu t'es dit c'est dur, quoi. Alors,
je pense ne pas avoir considéré, tu vois, certaines choses comme des difficultés. Je me suis dit, ça fait partie du processus. Alors, peut-être l'une des premières choses qui me viendrait en tête, ça a été au moment de lancer Ma Simone, d'avoir eu une rupture de stock d'un certain élément qui compose les bijoux. Donc, en fait, sur chaque bijou, tu as une petite médaille que j'ai dessinée moi et qui est faite sur mesure dans une fonderie en Provence, donc dans le sud de la France. Et d'arriver à 2 semaines de Noël, donc au moment où potentiellement tu fais le plus de ventes, et ne plus avoir du coup ce petit élément-là, et d'avoir lancé une production en décembre et une production qui met 3 mois. Donc les filles qui commandaient pour Noël, bon déjà je leur ai dit, bah écoutez, vous aurez votre bijou en mars, au printemps. Donc c'est bon, voilà, c'est un peu... j'ai eu de la chance, elles ont été très compréhensives et j'ai eu aucun retour négatif par rapport à ça, mais je suis très exigeante envers moi-même et je me suis dit, mais c'est pas possible de... Enfin, tu vois, je me mettais la pression et j'ai eu beaucoup de... Pas de culpabilité, mais ça a été assez difficile voilà, de me dire que j'allais faire patienter des gens qui m'ont fait confiance. Alors, ils ont quand même eu leurs bijoux et tout, donc c'était pas le souci. Mais voilà, après, ça m'a permis aussi d'anticiper davantage pour les mois qui... Enfin, pour la suite. Donc voilà, non, ça a été un apprentissage, mais ça a été assez difficile sur le coup. Et je pense que 100% des projets qui nécessitent de la fabrication industrielle, il y a toujours des retards. J'ai l'impression que c'est jamais on time, tu vois. Oui, je pense surtout que... Au début, ouais, surtout au début. Et puis, j'avais quand même calculé de sorte à ce que... T'es de l'avance potentiellement. Voilà, et puis l'activité que j'avais calculée en décembre était dans la continuité de l'évolution que j'avais eue sur les mois précédents. Sauf que ça a été beaucoup plus et du coup, tant mieux dans un sens, mais voilà, j'avais pas anticipé autant. De toute façon, l'entrepreneuriat et l'anticipation, c'est pas... Ça dépend, mais... Ouais, tu peux anticiper, mais il y a quand même rarement des chances pour ça. Tout, c'est vraiment qu'il y a un problème. C'est que voilà, t'es devin et qu'il y a beaucoup de problèmes. De quoi es-tu la plus fière aujourd'hui sur un peu tous tes projets et ton cheminement de ton tout premier blog à aujourd'hui, tu vois? Alors, ce dont je suis... Alors, parce que du coup, ça fait 10 ans au final que Ah oui, moi, ça me vieillit un peu, je trouve. Moi, je sais pas si à 10 ans, tu peux te dire que t'es 10 ans d'entrepreneuriat. Voilà. À 22 ans, ça compte quand même. Mais... Alors, ce dont je suis le plus fière... La fierté, c'est pas quelque chose que je m'autorise trop à ressentir parce que... Enfin, j'aime bien... Important. Oui, mais... Des petits reminders de temps en temps. Voilà, après c'est peut-être, comme on en parle, c'est le syndrome de l'imposteur, le fait de minimiser peut-être aussi ce que je fais. Mais une des choses dont je suis le plus fière, qui n'est pas directement liée à l'entrepreneuriat, mais qui va me servir, je pense, même pour les années futures, et qui a été pour moi vraiment marquant, surtout sur l'année passée, entre les déménagements, la prise de décision, de quitter la fac et tout, ça a été le fait de ne pas... agir sur le coup des émotions, donc de la peur, de l'incertitude et tout, et de rester... Je sais que les moments de peur que j'ai pu avoir, donc de déménagement, de rentrer sur Paris, de refuser un poste qui m'a été proposé pour enfiler des perles, tu vois, pour créer ma marque de bijoux, ça peut être source d'appréhension, tu vois, de stress, surtout quand il y a aussi les parents à côté. Tu leur dis, écoutez, moi je me repose ma licence, je vais faire des vidéos sur YouTube et tout. Et voilà, tout le monde a aussi un peu son mot à dire. Donc, ne pas me laisser influencer par les émotions et puis prendre mes décisions quand les émotions étaient un peu plus calmes et faire en sorte que les décisions que je prenne soient alignées à ce que j'ai envie de faire aussi pour le futur. Et ça, je pense que c'est ce dont je suis le plus fière parce que les émotions peuvent t'amener à prendre des décisions que tu peux regretter. Et je pense que dans un contexte, le même contexte, avec 2 émotions différentes, tu prends des décisions qui sont complètement différentes. Donc voilà, c'est vraiment ça dont je serais plus. C'est super important de ce que tu dis parce qu'effectivement, on parle beaucoup aussi, tu vois, d'hypersensibilité. Et c'est important justement de... Alors, c'est facile à dire, hein, mais de prendre du recul justement sur ses émotions au moment de la prise de décision pour ne pas le regretter ensuite, tu vois. Oui. Et malheureusement ou heureusement, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend aussi avec le temps, tu vois, au fil des années, au fil des expériences.
et au fil des erreurs aussi, forcément. Oui, aussi, elles sont importantes, ouais. C'est ça. Donc je pense que c'est vraiment un cheminement, tu vois, de vie, ce genre de choses. Et je pense aussi qu'il faut être toujours très proactif par rapport à ça, par rapport à son évolution personnelle. Je sais par exemple que le développement personnel, les livres, ça m'intéresse énormément, j'en lis beaucoup. D'ailleurs, beaucoup trop dans les déménagements, c'est ça qui pèse le plus lourd dans les cartons. Mais voilà, ça aide beaucoup. Et puis, oui, je pense que chercher à se construire soi, ça aura des répercussions et sur sa vie personnelle, et sur sa vie professionnelle, et sur ses choix de vie, et sur tout ça. Donc, ouais, c'est important. C'est quoi tes objectifs futurs ? Mes objectifs futurs... Tu as une roadmap claire ? Oui, alors oui, assez clair. Déjà, il y a le fait de continuer à développer ma Simone, le podcast aussi, le projet d'expatriation en Australie, qui est pour moi quelque chose qui me tient vraiment à cœur. L'Australie, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce pays-là et voilà, j'espère que mon 4e aller sera un sans retour, en tout cas pour une période assez longue. Et donc développer aussi ma Simone sur place, développer à l'international, même si aujourd'hui j'ai des clientes à l'international, au Canada, en Australie, un peu partout. Voilà, vraiment développer la marque en Australie notamment, et puis continuer à faire ce qui m'aspire, ce à quoi j'aspire, ce que j'aime, et puis essayer d'impacter aussi positivement les personnes qui me suivent, et puis voilà, tout simplement continuer dans cette lignée. Ce coup de cœur pour l'Australie, s'est fait sur les 21 jours ou il s'est fait sur d'autres Non, il s'est fait, il s'est fait bien en amont. Ouais. La première fois que j'y suis allée, alors l'Australie, il faut savoir que j'y suis allée la première fois, j'avais 10 ans, et c'est pas une destination qui a été choisie au hasard par mes parents. C'est que mon grand-père vit là-bas, donc voilà, l'explication est là, et ça a été la raison à chaque fois pour laquelle on a été là-bas. Donc sauf la dernière fois, c'était vraiment voilà, pour voyager, travailler sur place, mais en tout cas les 2 fois précédentes, c'était pour voir la famille. Et donc là, ce que je tends aussi à faire, c'est de prétendre à la nationalité australienne, donc qui est un processus long, mais en ayant de la famille là-bas, ça fait partie des plus gros projets, que ce soit aussi bien professionnel que personnel du coup, mais voilà. Je comprends totalement, j'ai le même projet avec le Portugal, tu vois. Donc, d'accord, ok, bon, plus proche. Un petit mais peu. Pareil, projet de binationalité, voilà, un peu back to basics, on va dire. Donc, ouais. On verra d'ici mes 30 ans, j'espère. Il n'y a pas de raison, franchement, je te le souhaite et c'est trop bien. Donc c'est pour ça, je ressens ce que tu peux ressentir aussi sur le fait de vouloir y vivre et vouloir y développer ton business, tu vois. Oui, et puis je pense que quand tu écoutes un peu ton intuition, ton instinct, ça c'est quelque chose, moi, à laquelle je crois beaucoup, tout ce qui est intuition, voilà, intuition tout simplement. Voilà, c'est super important, et si tu as quelque chose qui t'appelle, il faut essayer d'y aller. Alors, je dis pas que je vais faire ma retraite là-bas, hein. Ça va peut-être durer 2 ans, 3 ans, peut-être 10, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, savoir que je l'ai fait, et puis ne pas avoir de regrets. Je pense que le plus important, c'est de ne pas regretter. Du coup, est-ce que ça te fait la même chose quand tu arrives à l'aéroport tu rentres dans un mood, tu vois, genre qui est pas le même que quand t'es en France ou... Oui, alors ça, c'est un sentiment qui a été c'est une sensation. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu cette sensation-là de liberté et de te dire, en fait, là, j'ai plus d'appartement, je suis toute seule, j'ai ma valise, je peux faire ce que je veux, et c'est vraiment un sentiment super fort. Et ouais, que j'ai rencontré à l'aéroport. Mais l'aéroport, c'est vraiment source de... Ouais. Voilà, Pas n'importe quel aéroport. Non, oui. Mais bon, voilà. On va passer à la partie un peu rencontre, mindset, entrepreneuriat, un peu plus inspirationnelle. Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui aurait marqué ton aventure ? Une rencontre... J'ai beau je me suis préparée à la question, mais je sais pas forcément plus, tu vois, te répondre. Ça va pas être entrepreneuriat ce que je vais sortir, mais c'est des personnes qui ont quand même influencé qui je suis, c'est mes parents, qui m'inspirent beaucoup, qui nous ont mis très jeunes dans... Alors l'entrepreneuriat, je sais pas trop, mais en tout cas, ils avaient des magasins, et donc très jeunes, on a aussi été mis avec mes sœurs, voilà, dans ce monde du travail,
du mérite aussi. Mes parents, je les ai beaucoup vus s'investir, travailler pour leurs projets. Le dimanche, on allait au magasin. Moi, j'ai aidé mon père, je crois que j'avais peut-être 8 ans, à faire les inventaires en fin d'année du magasin. Donc, ça a été un environnement familial où, dès petite, on a vraiment été responsabilisés aussi par rapport à ça. Et oui, ce sont mes parents que j'aime déjà beaucoup et qui m'ont beaucoup soutenue, et même dans des décisions qui n'étaient pas celles à laquelle ils aspiraient pour moi. Donc, non, je dirais mes parents. J'ai déjà eu des invités justement qui ont eu des parents commerçants. C'est vrai que ce feedback revient souvent aussi de... finalement, c'est aussi la difficulté de l'entrepreneuriat, le fait de gérer des commerces. C'est l'entrepreneuriat un peu pur et dur, tu vois, finalement. Oui, c'est exactement ça. Et puis, ils ont toujours eu beaucoup de projets, que ce soit professionnels, personnels, de déménagement. Ils ont aussi voulu partir en Australie. Et puis, dès toute petite, on a eu... Enfin, en tout cas, j'ai eu le sentiment que notre parole comptait aussi, que ce soit moi ou mes sœurs. On était vraiment tous intégrés dans les projets. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, j'ai autant de projets et que ce sont les projets qui me portent. Et dans l'entrepreneuriat, ils ont rencontré des difficultés aussi. Il y a eu des problèmes par rapport au magasin. Donc, ça aurait pu faire l'effet contraire, tu vois, de me dire, attends, j'ai vu les galères d'entrepreneuriat, je ne veux surtout pas y retourner. Mais voilà, ça m'a influencé aussi. Alors tout à l'heure, je t'ai demandé les personnes qui t'inspiraient au moment où tu as créé ta chaîne YouTube. Aujourd'hui, qui sont les gens qui t'inspirent? Pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais que ce soit de la création de contenu ou même des artistes. Est-ce que tu peux me citer, 2-3 personnes qui, aujourd'hui, au niveau de leur lifestyle, au niveau des projets qu'ils ont créés, t'inspirent, tu vois? Oui, alors... des entrepreneurs, je n'ai pas forcément un nom en particulier à te donner, il y en a pas mal, des entrepreneurs. Ce que je me suis fait, c'est que sur Insta, j'ai sauvegardé 4 à 5 comptes que je regarde tous les jours d'entrepreneurs qui m'inspirent. C'est qui ? Alors, il y en a une, c'est Greta, je pourrais plus te dire son nom de famille, elle a un nom vraiment compliqué, qui est une entrepreneuse australienne. Tu m'enverras les noms, comme ça on pourra potentiellement les intégrer. Ouais. Ça marche. Donc Greta, Mathilde Lacombe, qui est pour le coup une entrepreneuse française. Aussi. Voilà, elle est vraiment très inspirante. Sinon, des entrepreneurs américaines, des filles qui ont lancé leur podcast. Là, je peux plus forcément te dire les noms, mais en tout cas, les deux premières. Voilà. Et la dernière question pour cette partie, que tu connais probablement, la question où j'ai déjà dit dans plusieurs épisodes. J'ai beaucoup de lance-toi. Ouais. Tu vas la deviner. Quel conseil, du coup, tu donnerais à des personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Mais du coup, j'irai avec un peu plus de précision. Mais quel conseil tu donnerais à des jeunes femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, alors le premier, tu sais, qui revient toujours, c'est faites, tu vois, passer à l'action le plus rapidement possible. Alors je pense qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Faut pas se lancer et puis changer tous les 3 mois de business, d'idée de business parce que tu as vu passer sur Insta ou un truc. Donc voilà, savoir déjà se connaître soi, savoir qui nous sommes, qui on a envie d'être, ce qu'on a envie de partager, ce qui est important pour nous, parce que des façons d'entreprendre, tu as aussi plein de façons, que ce soit créer ta marque, que ce soit créer un média, que ce soit faire de l'immobilier. Alors même quand on est jeune, il y a des façons de faire de l'immobilier, mais c'est complètement différent de créer une marque. Donc voilà, savoir un petit peu ce que tu souhaites faire et puis ensuite construire ton projet. Et tu vois, même si tu as envie de créer une marque, rien que chercher un nom de marque, c'est déjà se lancer, tu vois, c'est déjà faire un premier pas. Donc voilà, être proactif et puis ne pas se donner d'excuses. Voilà, c'est un peu bateau comme conseil, mais je pense que c'est vraiment super important. Carrément. Et on va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as toujours le temps d'y répondre et d'y réfléchir. Est-ce que tu as un livre à me conseiller? Un livre, alors j'en ai 2. Un qui revient très souvent, c'est Comment se faire des amis. Ah yes. Celui-ci, il est très... Voilà, pour moi, c'est un classique qu'il faut vraiment lire, et même pas forcément que quand on a envie d'entreprendre, d'une façon générale, pour la communication avec les autres. Je pense que c'est vraiment... Il est très très bien, ce livre-là. Et dans un autre style, alors le titre va sembler être un peu glauque, mais moi ça a été le plus beau livre que j'ai pu lire, c'est Les 5 regrets des personnes en fin de vie, donc qui a été écrit par une Australienne aussi. Hyper intéressant. Il est super, ce livre-là.
Donc il est sorti il n'y a pas très très longtemps en plus en français. Moi je l'ai acheté en anglais et en français du coup, et qui a été écrit par une Australienne aussi. Donc bon, c'est peut-être un peu voilà, pour ça qui m'a attirée, qui accompagnait les personnes en fin de vie justement, et qui partageait les 5 regrets qui revenaient le plus souvent. Donc voilà, je vais pas les mentionner pour que ça puisse voilà, ne me spoile pas. Voilà, c'est ça. Ça crée un peu le suspense et ça incitera peut-être les gens à qui ça parle de lire le livre. Mais en tout cas, il est très fort parce que il te fait réaliser que parfois les contraintes tu te les mets toi-même, et que même si sur le moment le fait de ne pas passer à l'action, le fait de ne pas oser, ça peut être un peu rassurant et tu dis bon, je prends pas trop de risques, finalement tu peux le regretter plus tard. Donc non, je pense que c'est un livre, une fois que tu le lis, tu te dis faut que je fasse, tu vois, faut que je fasse, faut pas que je me donne d'excuses, et puis il y aura pas de regrets. Moi, il faut savoir que je suis matrixé par le temps. Donc c'est un livre qui va me plaire. Ouais, moi aussi. Mais tu sais que c'est vraiment limite, je pense que la vision de pas avoir de regrets, même si tout le monde en a à la fin de sa vie, j'imagine, tu vois. En avoir le moins possible, c'est je pense dans ma roadmap de vie, tu vois, c'est dans les objectifs, on va dire. Mais c'est vrai que le temps qui passe, moi, c'est même anxiogène, hein, je me dis. Mais du coup, ça me fait passer très rapidement à l'action. Parfois, ça me fait mettre en place trop de projets, parce que je me dis, faut que je fasse, hein, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que, tu vois, ça peut s'arrêter. Ça. Et même quand tu as eu aussi des difficultés au niveau de la santé, tu te rends compte que tout peut s'arrêter très vite, et il faut faire quand tu peux. Exactement, c'est clair. Et potentiellement, tu vois, je visualise aussi les années comme des paliers. Tu vois, mais mes années à moi, mais aussi les années, tu vois, du calendrier, tu vois. Donc c'est une vision assez chelou, mais je sais que beaucoup l'ont. oui, je vois complètement ce dont tu parles. Là, tu vois, dans 6 mois, il faut que j'ai fait tant de choses. Mais des fois, du coup, ça peut te faire mettre la pression, tu vois. Ouais, tu te dis, mais bon, je pense que ça fait se fixer des objectifs, et je pense que c'est bien aussi. Exactement. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? Pas forcément entrepreneurial, hein, mais qui t'a marqué Je regarde très peu de... Ouais. Alors, autant... Sinon, ça peut être du contenu YouTube, hein, une dernière vidéo YouTube qui t'a marqué, tu vois. Alors, je pense que ce sera plutôt ça, mais vraiment, les films, j'ai aucune... Un film de 1h30, je le regarde en 3 fois. Donc, je suis au cinéma, je suis certainement horrible à ramener. Enfin, j'aime pas vraiment les... Pas au cinéma. Non, surtout pas. Donc, non, c'est vrai que film et série, non, pas trop. Si, peut-être une série, c'était Les Demoiselles du téléphone, qui est une série que j'ai beaucoup aimée. La saison 1. C'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée, qui est très intéressante sur l'histoire, tu vois. Enfin, je suis très curieuse de tout, vraiment de tous les sujets. Et donc sur la culture générale, ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Et voilà. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, en termes de musique ? Alors, j'écoute... là, ça va être un peu... je crois que... Si mes amis très proches le savent, j'écoute des musiques que personne n'écoute, tu vois. Ah ouais ? Style Christophe Maé. Oui, okay. Non, vraiment, des trucs. Personne n'écoute ça, mais bref, moi, j'aime bien. Donc, dans la famille, on écoute pas mal ça, donc ça va, je me sens pas trop seule. Sinon, donc ça, et puis sinon, des musiques très... tu sais, pour le sport, tu vois, très... motivation. Voilà, c'est ça, exactement, mais... Voilà. Sinon, en général, c'est des musiques commerciales, hein, donc il n'y a pas vraiment de découverte particulière. Si tu pouvais racheter n'importe quelle entreprise sans limite financière, ce serait laquelle ? Alors, je pense que on aime ou on n'aime pas la personne et tout, mais je pense que elle a fait beaucoup de choses et aujourd'hui, elle a une influence qui est dingue. C'est Kim Kardashian. Je pense que je rachèterais soit une de ses marques, soit voilà, une entreprise qu'elle a lancée. Sinon, il y aurait peut-être... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, Chiara Ferragni. Je ne sais plus son nom de famille, comment ça se prononce. Je crois que c'est ça. Ouais, Ferragni, qui est... c'est toujours un peu le même style de profil, tu vois, des femmes qu'on lancé, qui servent des réseaux sociaux et tout pour développer leurs projets. Mais elle, pour le coup, elle a démarré du blogging. Je ne sais pas vraiment quel est son parcours d'enfance ou, tu vois, en amont du blog. Mais en tout cas, elle a quand même réussi à avoir une très belle évolution. Donc, je rachèterais une marque d'une de ces deux personnes. Ou peut-être la dernière, j'aurais du mal à me décider. C'est la marque de Caroline Receveur. Ah, yes. Tu sais, le café. Oui.
D'ailleurs, ça, le café, c'était quelque chose que je voulais lancer aussi, du café soluble. Peut-être pour un prochain projet. Voilà, peut-être. mais voilà, ce serait... Ouais, des profils assez similaires finalement de femmes effectivement qui sont de très grandes entrepreneurs et qui ont su parfaitement gérer leur communauté, leur audience, leur image. Oui. Et ouais, c'est clairement inspirant finalement. Ouais, franchement, elles sont très inspirantes. Mais après, on aime ou on n'aime pas certains profils. Tu vois, Kim Kardashian, bon, je sais que... après, je pense qu'il faut se laisser influencer par le bon côté. Tu vois, niveau business, elle a monté beaucoup de choses. Après, si tu te laisses influencer par le côté esthétique et tout, bon, bah voilà. Le côté aussi télé-réalité avec la série sur les Kardashians, etc. Mais bon, voilà. Ça fait partie de cet écosystème finalement. Donc, c'est comme ça. L'avant-dernière, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un futur épisode ? Est-ce que tu en as un potentiellement à me donner ? J'aurais dit Mathilde. Mathilde Lacombe ? Ouais, qui a lancé, c'était Ma Jolie Box, ou je sais plus, qui a été rachetée par Birchbox, il me semble. Exact. Qu'elle a revendu, et aujourd'hui, je crois qu'elle a lancé, elle a lancé une marque dans tout ce qui était cosmétique, compléments alimentaires et tout ça, pour le bien-être pour les femmes. Et je la suis. Elle a un lifestyle très parisien que j'aime beaucoup, donc... Voilà, et puis elle est très inspirante aussi de par ce qu'elle a fait. Et la dernière, c'est quoi pour toi un ou une entrepreneur ? Alors, une ou un entrepreneur, pour moi, c'est pas que business. Tu vois, tu as des personnes qui vont entreprendre. Pour moi, c'est être entrepreneur de sa vie, tu vois, faire ce que l'on aime, mener des projets. Et il y a des personnes qui vont être salariées et qui vont à côté faire de l'immobilier. Et ça, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, pour moi, être entrepreneur, c'est monter des projets, rester aligné à qui nous sommes. Je pense que c'est vraiment super important. Et puis voilà, passer à l'action et être proactif. Ouais, je suis 100% aligné. C'est vraiment le fait d'être en perpétuelle création et en perpétuel apprentissage, puisque quand on crée, on apprend. Et du coup, tant qu'on apprend, on continue de progresser finalement. Donc, c'est important. C'est exactement ça. Ouais. Et merci beaucoup, Charlène, pour cette conversation. J'espère que ça t'a plu. Oui, super. C'était un baptême, tu sais, d'interview. Donc on aime bien les baptêmes ici. Pas religieux, hein. Non, mais on s'est compris. Les premières fois de podcast. Ouais. Mais c'était super, un très bon exercice. Et puis ça fait sortir de sa zone de confort, donc c'est cool. Carrément. On mettra tous les bons liens en description. Et puis, on se retrouve prochainement sur tes réseaux et sur ceux de Serial Entrepreneur. Ça marche. Salut, Charlène. Salut.